En Amérique du Sud, les mystères sont légion. Il y a le Machu Picchu, il y a toute la vallée sacrée, il y a Sacsayhuaman, Ollantaytambo, plein d'autres sites. Il y a aussi de l'autre côté de la frontière en Bolivie, Tiwanaku et Pumapunku. Il y a le chandelier de Paracas, il y a les crânes allongés. Et il y a aussi les lignes et les géoglyphes de Nazca. Et c'est des géoglyphes de Nazca dont je vais parler aujourd'hui. À titre informatif, je ne sais pas encore si je vais inclure le survol des lignes de Nazca lors du voyage que j'organise au Pérou et en Bolivie en octobre 2018. Non, je sais pas encore. Il y a une journée où je me laisse le choix de l'inclure ou pas. Enfin bon, bref. Et avant de se lancer dans le vif du sujet, quand vous aurez terminé cette vidéo, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne, à mettre des petits pouces quand vous aimez, à vous abonner si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Toujours est-il qu'aujourd'hui, les lignes de Nazca, c'est parti. Le plateau de Nazca, situé dans le sud du Pérou, est une zone totalement inhospitalière et très isolée. Les populations humaines ne s'y sont jamais réellement attardées et il est peu probable qu'elles le fassent un jour compte tenu du climat qui y règne. Là-bas, on a vraiment l'impression d'être sur la Lune, en fait, en quelque sorte. Une lune qui mesure 500 km² et qui est composée de hauts reliefs et de plaines qui sont vraiment très impressionnantes. Et en plus de ça, il n'y pleut jamais. Enfin, il n'y pleut jamais. Les relevés, ils font état à peu près d'1 heure de pluie pour 10 ans. Donc autant dire qu'il pleut jamais sur la zone de Nazca. En termes d'ancienneté, les spécialistes se sont prononcés concernant la zone de Nazca et ils fondent en fait leur opinion sur des fragments de poterie incrustés dans les lignes et sur la datation au carbone 14 de divers vestiges organiques qui ont été trouvés sur le site. Alors, on va rentrer un petit peu dans le détail de cette ancienneté et de cette datation, bien que, si vous avez déjà écouté certaines de mes interviews et autres vidéos, vous savez que la datation au carbone 14, je ne lui attribue pas énormément de crédit par rapport à la légitimité qu'elle apporte sur certains sites. Je prends toujours cet exemple vulgaire de la personne qui va manger un sandwich, par exemple, sur le Champ de Mars, devant la Tour Eiffel, qui fait tomber un petit morceau de tomate, qu'on va retrouver peut-être dans 5 ou 10 000 ans, et ne sachant pas à quelle date la Tour Eiffel a été construite, on va dater au carbone 14 cette matière organique de tomate. Et on va trouver la date de 2017. Et c'est comme ça qu'on va déterminer que la Tour Eiffel a été construite en 2017. Alors que nous, aujourd'hui, on sait pertinemment que c'est pas le cas. Pourtant, dans 5 ou 10 000 ans, ou même dans 500 ans, s'il y a des gens qui appliquent les mêmes méthodes de datation en se basant sur le carbone 14, eh bien, ils vont avoir des datations erronées. Et c'est pour ça que, quand on me parle de datation au carbone 14, pour moi, ça n'a strictement aucune valeur. Pourtant, pour le bien de la vidéo et en tout cas des bases qu'il faudrait un petit peu poser, on va quand même considérer ce qu'ont donné les spécialistes. Leurs estimations, elles varient entre 350 avant Jésus-Christ et 600 après Jésus-Christ. Par contre, évidemment, il n'y a aucun âge qui peut être donné par rapport aux lignes de Nazca, et c'est elles qui vont nous intéresser aujourd'hui. D'ailleurs, les lignes en elles-mêmes, elles sont par définition aussi indatables que toutes les autres pierres qui ont été dégagées lorsque les sillons et les lignes de Nazca ont été construites, au même titre que les pierres qui, par exemple, entourent les pyramides en Égypte, notamment ce qu'on appelle les temples de la vallée. Les pierres en elles-mêmes ne peuvent pas, tout simplement, être datées. Tout ce que nous pouvons établir avec certitude, par contre, c'est que les plus récentes des lignes de Nazca sont vieilles d'au moins 1400 ans, mais rien en théorie n'interdit de penser qu'elles sont beaucoup plus anciennes. Et c'est ça qui peut-être nous intéresse. Et elles sont éventuellement plus anciennes pour la simple et bonne raison que les objets à partir desquels les dates ont été obtenues peuvent avoir été apportés à Nazca à des époques évidemment plus récentes. Là, on parle de tout ce qui est le réemprunt et l'héritage des sites bien plus anciens, comme c'est probablement le cas pour tout ce qui est en Égypte, où on a avant les pyramides, les Perneter, et ensuite on a tout ce qui est Perba, Perka, avec les temples et les mastabas. La plupart des dessins de la zone de Nazca sont situés dans une région du sud du Pérou qui est vraiment clairement définie et qui est limitée par le fleuve Ingenio au nord et le fleuve Nazca au sud. Et ça nous donne un carré de désert qui fait à peu près 46 km de côté. Dans ce carré de désert sont éparpillés, sans ordre apparent, plusieurs centaines de dessins différents
Dans ce carré de 46 km de côté sont éparpillés sans ordre apparent plusieurs centaines de dessins. Certains représentent des animaux, et notamment des oiseaux. On peut compter 18 espèces totales différentes. Mais la plupart d'entre eux sont des motifs géométriques, des triangles, des trapèzes, des rectangles et autres lignes droites qui font des dizaines de kilomètres de long. Vu du ciel, les lignes elles ressemblent à un enchevêtrement de pistes d'atterrissage, comme si, en fait, des espèces de ingénieurs aéronautiques avaient eu cette zone comme, comme terrain de jeu, en fait, avec aucune contrainte de budget, aucune contrainte de construction. Enfin bref, comme si en fait on avait donné à ces ingénieurs aéronautiques cette zone pour qu'ils puissent balancer les projets les plus délirants qui soient. Alors quand je dis ingénieur aéronautique, évidemment c'est simplement parce que certaines lignes font penser à des pistes d'atterrissage. Mais dans la mesure où les hommes n'ont pas pu s'élever dans les airs avant le début du XXe siècle, il n'est pas étonnant que les lignes de Nazca aient été identifiées par de nombreux auteurs comme des pistes d'atterrissage pour éventuels vaisseaux extraterrestres. C'est une idée qui peut être séduisante, mais Nazca n'est peut-être pas la meilleure preuve de l'existence des extraterrestres. Par exemple, il est difficile de comprendre pourquoi des extraterrestres suffisamment évolués pour avoir traversé des centaines d'années-lumière auraient eu besoin de pistes d'atterrissage comme nous on les imagine pour nos petits coucous ou même nos plus gros Boeing. Forcément, si des créatures avaient maîtrisé une technologie telle qui leur permettait de traverser la galaxie ou traverser l'univers, je pense que de toute évidence, ils n'avaient pas besoin de pistes d'atterrissage de plusieurs kilomètres. D'ailleurs, cette théorie des pistes d'atterrissage, pas forcément extraterrestres, mais aussi simplement pistes d'atterrissage pour une civilisation antique avancée, elle est malgré tout un petit peu absurde, parce que quand on regarde les lignes de Nazca d'un petit peu plus près, on constate qu'il s'agit en fait de simples écorchures superficielles qui ont été simplement créées en déblayant des milliers de tonnes de cailloux. Alors effectivement, déblayer des milliers de tonnes de cailloux, il faut quand même le faire. C'est pas quelque chose de simple à mettre en place, mais ça ne va pas au-delà de ce simple sillon qui d'ailleurs n'est pas plus profond qu'une vingtaine de centimètres. Et en plus de ça, le sol est bien trop meuble pour qu'il puisse avoir servi à l'atterrissage d'engins volants. D'ailleurs, la mathématicienne allemande Maria Reich a consacré un demi-siècle à l'étude de Nazca. Et elle manifestait un solide bon sens en balayant directement la thèse extraterrestre par une phrase que je vais citer maintenant. Je la cite parce qu'elle me fait un petit peu marrer. Je cite « J'ai bien peur que ces cosmonautes, si cosmonautes il y avait, n'aient jamais pu redécoller. » Donc si les lignes de Nazca ne servaient pas de piste d'atterrissage à ces espèces de chariots des dieux ou alors aux extraterrestres, il faut maintenant se poser la question, à quoi d'autre auraient pu servir ou correspondre les lignes de Nazca? La vérité, c'est que personne n'a vraiment jamais su répondre à cette question, et encore moins à la question de l'âge des lignes de Nazca. Elles constituent donc un vrai mystère. Et au même titre que tout ce qui concerne l'Égypte ancienne, qui est un sujet que j'apprécie tout particulièrement et qui est à l'origine en fait tout simplement des différents voyages de groupe et des expéditions de recherche alternatives que je mène et que j'organise. Plus on étudie les lignes de Nazca, comme plus on étudie l'Égypte ancienne, plus on se perd en conjectures et moins on a de réponses et plus on soulève de nouvelles questions. À Nazca, il est clair que les animaux sont antérieurs aux lignes géométriques. Pour la simple raison qu'un grand nombre de trapèzes, de rectangles et de lignes droites coupent les dessins et les figures les plus complexes. Donc on peut logiquement en conclure que ces fresques, telles qu'elles se présentent aujourd'hui, ont été faites en deux phases. Et en plus de ça, bien que ça semble un petit peu contraire aux lois du progrès, il faut reconnaître que la plus ancienne des deux phases semble la plus avancée. L'exécution des figures zoomorphiques, donc zoomorphiques qui représentent des animaux, exigeait une bien plus grande adresse et une technologie bien plus poussée que la simple opération consistant à tracer les lignes droites. Et c'est un petit peu là-dedans qu'on se perd lorsqu'on parle des lignes de Nazca, parce que les lignes droites sont souvent celles qui sont sujettes à la plus grande quantité d'interprétations et de théories, on va dire, un petit peu sensationnalistes. Donc une fois de plus, on a la preuve qu'on a plusieurs civilisations, en tout cas groupes de civilisations, qui se sont succédés sur la même zone. Et la question qu'il faut maintenant se poser,
c'est combien de siècles, ou combien peut-être de millénaires, ont séparé ces deux périodes. C'est une question que les archéologues classiques, académiques, ne se sont jamais vraiment posées. Ils préfèrent fondre les deux cultures, les deux civilisations en une seule sous le nom générique des Nazcan, dans lesquels ils voient des tribus primitives qui, de manière plus ou moins inexplicable, auraient mis au point des techniques d'expression artistique très sophistiquées, avant ensuite de disparaître pour toujours, plusieurs centaines d'années avant même l'apparition des successeurs, qu'on connaît un petit peu mieux, qui sont les Incas. Mais quelle sorte de connaissances possédaient les Nazcans ? Il semble dans un premier temps qu'ils furent des astronomes hors pair. En tout cas, c'est ce que nous dit la doctoresse Phyllis Pitluga, qui était astronome au planétarium de Chicago. Après avoir étudié de manière exhaustive les Nazcans, et ainsi que les alignements stellaires de Nazca, elle en vint à conclure que la fameuse figure représentant ce qu'on appelle une araignée avait été initialement conçue à l'origine comme une réplique terrestre de la constellation géante d'Orion. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'une fois de plus, on parle d'Orion avec son baudrier dont l'alignement serait, je dis toujours serait, imité ou reproduit non seulement par les pyramides du plateau de Gizeh, mais aussi par les pyramides de Téotihuacan, ainsi que les pyramides chinoises. Mais il va être très intéressant de s'attarder un tout petit peu sur le type d'araignée qui est représenté à Nazca. Dans un livre qui date de 1977 et qui s'intitule Beyond Stonehenge, qui veut dire en français au-delà de Stonehenge, l'auteur J.S. Hawkins, il nous dit que l'espèce d'araignée qui est représentée à Nazca est une espèce vraiment tout à fait particulière qu'on appelle la Riccinulei. Et cette espèce d'araignée, elle se trouve être l'une des plus rares au monde, si rare qu'on ne la rencontre en fait que dans quelques parties très isolées, très reculées et tout aussi inaccessibles de la forêt amazonienne. Donc comment est-ce qu'on peut expliquer que les artisans nazcans, déjà soi-disant primitifs, aient pu voyager si loin de leur pays natal pour obtenir la connaissance de l'existence d'un spécimen aussi rare que cette araignée Riccinulei? Et comment est-ce qu'aussi ils auraient pu reproduire des détails très précis de l'anatomie de cette araignée qui ne sont visibles que au microscope lorsqu'on l'a en vrai? Et quand je parle de détails, je veux parler de l'organe de reproduction qui se trouve à l'extrémité de la patte arrière droite. Mais ça, ce n'est vraiment que le sommet de l'iceberg, parce qu'il y a énormément d'autres énigmes dans la région de Nazca. Ce qui est très intéressant, c'est de noter vraiment la disproportion entre les animaux et la taille avec laquelle ils sont représentés. Ils ont tous à peu près les mêmes proportions, alors qu'on a des petits oiseaux et on a aussi des baleines. Et étant donné que, théoriquement, le peuple qui a réalisé ces dessins ne pouvait pas s'élever dans les airs pour contrôler les projets, est-ce que le peuple qui a fait ça était un peuple de très grands cartographes? Parce que les cartographes, eux, ils auraient eu les techniques de reproduction sur le sol d'une cartographie bien plus large, bien plus ample et bien plus vaste, et sans avoir besoin de s'élever dans les airs, ils auraient pu faire ça directement en restant au sol. Ça, c'est une question intéressante. La plus grosse énigme, je dirais que c'est qu'à part le condor, il n'y a aucun dessin, aucun animal qui semble être à sa place. Il y a une baleine, il y a un singe, il y a aussi cette araignée amazonienne. Qu'est-ce qu'ils font ici? Pourquoi est-ce qu'il y a une baleine qui est à Nazca? D'où vient la connaissance de ces singes? Il y a aussi un curieux personnage, un petit peu, oui, on ne sait pas trop, on ne sait pas si c'est un homme ou si c'est un animal avec une représentation anthropomorphique. Il y a certaines personnes qui parlent des extraterrestres, qui parlent aussi, qui disent que c'est un extraterrestre, avec son petit bras droit levé, comme s'il faisait salut aux gens qui le regardent depuis le ciel. Et en plus de ça, la taille de toutes ces figures est une énigme en soi. On a quand même un oiseau-mouche long de 50 mètres. Et l'araignée dont on vient de parler, elle fait 45 mètres de long. Le condor, qui, quand bien même il serait le seul animal qui soit plus ou moins à sa place, lui mesure 120 mètres. Il y a aussi un lézard qui mesure 185 mètres. Donc tout ça pour dire que la quasi-totalité des dessins sont exécutés sur la même échelle qui est vraiment immense. Mais la plus grande question
qu'on doit se poser, et je pense que vous l'êtes toutes et tous déjà posé, c'est comment est-ce qu'ils ont pu dessiner avec une telle précision tous ces dessins à une époque où théoriquement ils étaient incapables de s'élever dans les airs pour contrôler l'avancée des projets et des dessins. Et bien sûr, en plus de tous ces dessins d'animaux, il y a toujours ces formes géométriques. Et je vais à nouveau citer Maria Reich, cette mathématicienne, qui s'est installée à Nazca en 1946 pour étudier toute sa vie les lignes de Nazca. Elle est malheureusement décédée à la fin des années 90, en 1998, et je vais la citer une nouvelle fois. Cette citation vient de son livre Mystery of the Desert, donc le mystère du désert, qui a été publié en 1989, et dans ce livre, elle dit ceci. Les dessins géométriques donnent l'impression qu'on a affaire à une écriture cryptée, dans laquelle les mêmes mots sont parfois écrits en lettres géantes, et parfois en caractères minuscules. Il y a des motifs qui apparaissent dans toutes les dimensions imaginables, sans changer ou presque de forme. Tous les dessins se composent d'un certain nombre d'éléments de base. Ces lignes de Nazca, on ne sait qu'elles existent que depuis le début du XXe siècle. Pourtant, à la fin du XVIe siècle, il y avait déjà un Espagnol qui s'appelait Luis de Monzón, qui avait été le premier à signaler l'existence de ces mystérieuses traces ou marques dans le désert. Et il a commencé à l'époque déjà à recueillir les traditions orales et locales qui associaient toutes ces lignes aux viracochas. D'ailleurs, entre parenthèses, je vais très bientôt faire une vidéo spéciale sur les similitudes des traditions orales, des mythes et des entre guillemets légendes qui lient de manière assez intéressante Viracocha, Osiris et Jésus. Mais malgré l'étude de cet espagnol à la fin du XVIe, c'est que lorsque, dans les années 1930, il y a eu une ligne directe entre Lima et Arequipa qui a été mise en place, que les gens ont commencé à voir les lignes de Nazca. Et dans un autre livre qui date de 1979, qui s'appelle Pathways of the Gods, donc le chemin des dieux, en fait, il y a deux auteurs. C'est un livre qui a été coécrit par Morrison et Hawkins. Dans ce livre, on peut lire des suppositions de ces personnes qui nous disent qu'après avoir fait le survol de la zone de Nazca, ils disent que les motifs, alors là je parle des motifs géométriques, pas des animaux qui ont été représentés, que ces motifs géométriques ressemblent en fait beaucoup moins à des pistes d'atterrissage que ce qu'on peut penser. Par contre, l'impression qui est donnée, en tout cas c'est ce que écrivent, qu'on a l'impression de survoler des chaussées, des petites chaussées, entre guillemets des rues, qui avaient été construites par et pour des géants. Et à titre tout à fait personnel, il y a un élément à Nazca dont très peu de gens parlent et qui moi vraiment m'a choqué énormément la première fois que je l'ai vu. C'est cette montagne que je vous montre maintenant à l'image, où certes il y a ce qu'on appelle les lignes de Nazca, mais quand j'ai vu cette image, peut-être que je me trompe totalement, et si c'est le cas, eh bien, je suis tout à fait prêt à reconnaître que je me trompe, mais quand je vois ça, j'ai l'impression qu'on a coupé la montagne. En fait, comme si c'était du bois ou du polystyrène ou une matière, et on a passé tout simplement une scie, et horizontalement, on a coupé la montagne. Et moi, quand je vois ça, ça me donne un petit peu la même impression que j'ai quand je vois pas mal de constructions en Égypte, surtout les pyramides, c'est qu'on a des gens qui sont dans un environnement, l'environnement n'est pas forcément comme ils aimeraient qu'il soit, et ils sont capables, à tous les niveaux, de faire absolument tout ce qu'ils veulent. Et quand je dis tout ce qu'ils veulent, ça pourrait carrément aller jusqu'au fait de raser une montagne. Ça, c'est mon interprétation, c'est moi qui vois ça. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui en ont déjà parlé et que ça a aussi choqué. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires. Mais voilà, pour moi, Nazca, à part les lignes, à part les géoglyphes, les animaux, etc., ce qui m'interloque le plus, c'est bel et bien ça. Je sais qu'il y a des gens qui sont assez friands de la théorie des géants. Personnellement, ce n'est pas une théorie que je partage, en tout cas pas intégralement. Je ne remets pas du tout en doute les squelettes de géants qu'on a retrouvés et qui ont été de manière notoire détruits à travers la planète. Personnellement, je ne souscris pas à cette théorie tout simplement parce que comme je vais en Égypte très souvent et que je me balade dans les pyramides très souvent, je vois à quel point les couloirs sont exigus et pour moi, le fait que ces couloirs soient aussi exigus invalide totalement la théorie des géants. Par contre,
par rapport à ce qu'on vient de voir et les auteurs qui parlent de grandes allées ou de rues pour des géants, faites par et pour des géants, soulève une interrogation, soulève un sujet qu'il serait intéressant d'aborder par rapport uniquement aux lignes de Nazca, ou en tout cas lié à ça, avec un point de départ des lignes de Nazca qu'on pourrait ensuite élargir. Et dans le prochain épisode, je vais justement parler des géants et voir comment est-ce qu'on peut un petit peu les imbriquer dans une histoire avec un grand H alternative, sans pour autant faire du sensationnalisme en disant c'est les géants, c'est les Néphilim, c'est que les géants partout de A à Z. Non. Mais comme on vient de parler de Nazca et qu'on a vu que ça nous a mené un tout petit peu vers les géants, je vais continuer là-dessus et dans une prochaine vidéo, je vais justement parler des géants. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. En termes de mise en ligne, je ne sais pas lequel ce sera. J'ai quelques épisodes qui sont déjà téléchargés en privé et je me réserve le droit de choisir lequel viendra. En tout cas voilà, merci beaucoup, merci à tous ceux qui me soutiennent, merci à ceux qui mettent des petits pouces, n'hésitez pas à le faire et merci à tous ceux qui s'abonnent. Comme d'hab, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle a été assez spontanée, qu'elle a été assez informative, qu'elle vous a donné de nouvelles sources de réflexion, de nouvelles pistes d'information ou l'inverse. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.